Bonjour à tous, ici Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de connaissances interdites avec à l'étude la carte modifier la destinée. Comme d'habitude, petite présentation en trois parties, à savoir la présentation de la carte, une comparaison aujourd'hui et enfin les utilisations possibles de cette carte. Mais d'abord, pourquoi vous parlez de modifier la destinée? Eh bien, deux raisons principales. D'abord parce que j'ai joué cette carte récemment dans le cadre d'un deck sur le cercle brisé, et je me suis rendu compte à quel point elle pouvait être utile. Et par ailleurs, le renouveau de la civilisation oubliée nous a apporté une petite variante de cette carte, un downgrade avec une carte non plus à 3 mais à 1 XP, que nous verrons aussi. Sans plus tarder, commençons. Donc, modifier la destinée est un événement survivant qui est de niveau 3, qui coûte 1, qui a une icône libre, qui a les traits sort et béni, et dont le texte nous dit rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre joueur free, rapide. Choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. C'est une carte qui est sortie dans la civilisation oubliée, dans le paquet mythe, les paradoxes temporels. Et par ailleurs, fait sympathique, elle préfigure déjà le cycle prochain, à savoir le cercle brisé. Et cela pourquoi? Parce que d'une part, sur l'illustration, on voit clairement une carte tarot, la tour, qui est une faiblesse. Et par ailleurs, le petit texte fluff, nous forgeons notre propre destinée, qui, quelque part, préfigure certains choix de la campagne du cercle brisé. Donc c'est assez amusant, et encore une fois, FFG là-dessus fait un travail remarquable. Particularité dans cette thématique, curieusement, l'effet de la carte ne permet pas de défausser la traîtrise faiblesse, la tour. Même si sur l'illustration, on voit bien que la tour tire une sale gueule. Mais bon. Donc, les points positifs de cette carte, clairement le fait qu'elle soit rapide, que ça ne prenne pas d'action, qu'on puisse la jouer non pas uniquement pendant son tour, mais pendant n'importe quelle fenêtre joueur. Imaginons que vous avez votre camarade de jeu qui, par un effet particulier, a dû mettre en jeu une traîtrise dans sa zone de menace, par exemple, ou dans son lieu, qu'elle vous affecte vous ou non, vous allez pouvoir jouer cette carte directement pour l'enlever du jeu. Enfin, un coût qui est faible, qui est intéressant, une ressource généralement, on en a toujours une, sauf si vous avez la malchance d'avoir Paranoïa dans votre deck, mais globalement, c'est une carte qui n'est pas difficile à utiliser. Sur les limites de la carte, eh bien évidemment, il y a le coût des 3 XP. 3 XP dans un deck, c'est pas quelque chose d'anodin, notamment si on veut l'avoir en 2 exemplaires, ça fait 6 XP. Sur un plan d'XP d'une campagne, 6 XP, clairement, c'est pas du hasard. Il faut l'avoir prévu. Ensuite, voilà, la petite limite, à mon sens, c'est, comme le dit l'effet, ne pas défausser une traîtrise qui est attachée à un ennemi élite. Donc, à titre d'exemple, petit spoiler, dans l'héritage de Dunwich, vous ne pouvez pas défausser une carte traîtrise bête altérée sur l'un des fameux rejetons dans le scénario frontières du visible. Mais bon, mis à part voilà, cette histoire d'XP et cet attachement, franchement, la carte est très très forte. C'est un cancel qui me plaît beaucoup, qui, je trouve, est très efficace. Alors, le renouveau de la civilisation oubliée nous a donné une version downgrade, comme je l'ai dit, qui coûte 3, qui est de niveau 1, qui a une icône de volonté, une icône d'agilité, qui a toujours les trésors bénis et qui nous dit « Choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite ». Ce qu'on perd notamment, c'est la capacité rapide de la carte et du coup, effectivement, tout de suite, on n'est plus du tout dans le même intérêt. Point positif, un seul XP. Donc du coup, vous en déduisez que plus de joueurs, plus d'investigateurs vont pouvoir inclure cette carte dans leur deck. Pour autant, en termes de limite, une action, là où l'autre était rapide, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut se permettre de dépenser une action sur des cartes qui sont en jeu? Ça va vraiment dépendre de l'effet. Et enfin, 3 ressources là, effectivement, tout de suite, c'est plus la même.
il faut avoir une économie intéressante parce qu'un événement qui coûte 3, ça commence à coûter très très cher. Point particulier, sur cette carte, elle a le trait sort, donc elle peut être piochée grâce à l'initié aux arcanes. Intéressant pour la récupérer dans son deck. Si vous avez plusieurs sorts et que vous avez accès aux cartes mystiques, vous pouvez la récupérer avec l'initié aux arcanes, ce qui est quand même très sympathique. C'est le cas pour Patrice, c'est le cas pour Agnès, c'est le cas, enfin, et tous les, enfin oui, pour Agnès, pour Ashkan aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Peut être aussi aller chercher via le mot de commandement. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette carte avec le mot de commandement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'initié aux arcanes rentre très très bien dans un deck avec modifier la destinée. Et l'inverse c'est juste aussi. En termes de comparaison, de toute façon, à partir de maintenant, je ne vous parlerai que de la version à 3XP, la version originelle, parce que l'autre me semble bien moins intéressante, et puis en plus, elle vient un peu plus tard dans votre collection, logiquement, donc moins d'intérêt à faire des comparaisons avec elle. La seule carte que j'ai trouvée qui, à mon sens, mérite comparaison, ou peut-être comparée avec modifier la destinée, c'est le raisonnement logique. Pourquoi? Parce que c'est la seule carte, mis à part modifier la destinée, qui peut venir avoir un effet de cancel, de défausse sur une carte traîtrise en jeu, là en l'occurrence avec la version initiale du raisonnement logique, dans une zone de menace. Alors, raisonnement logique, c'est un événement chercheur qui coûte 2, qui est de niveau 0, qui a 2 icônes de volonté, qui a les traits perspicacité, et qui nous dit à jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur soigne 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur de sa zone de menace. On voit tout de suite que la comparaison aussi est compliquée, parce que raisonnement logique déjà est de niveau 0, et ensuite parce que c'est une carte qui est plus versatile, plus flexible que modifier la destinée, de par son effet de choix entre soigner 2 horreurs ou défausser une carte terreur de la zone de menace. Donc c'est quand même beaucoup plus restrictif comme effet sur la défausse, sur l'aspect cancel, alors que vous avez en contrepartie un effet supplémentaire qui est le soin d'horreur. Pour autant, attention, il faut bien prendre en compte le fait qu'il faut posséder un indice. Et c'est bien soit qui doit posséder un indice, soit le joueur qui joue le raisonnement logique, et non pas l'investigateur qui peut potentiellement profiter du raisonnement logique. Alors, il y a la version à 4 XP du raisonnement logique, qui gagne une icône de volonté en plus, donc là effectivement en termes de boost de volonté, on commence vraiment à causer, c'est très intéressant, et l'effet, lui, est vraiment décuplé. Pour chaque indice que vous possédez jusqu'à un maximum de 3, soit vous soignez 2 horreurs d'un investigateur dans votre lieu, soit vous défaussez une carte terreur dans votre lieu. On voit bien avec cette version à 4 XP que l'objectif de la carte, le réel intérêt, c'est bien le soin d'horreur et non pas tant le fait de défausser une carte terreur de son lieu. Puisque là, en termes de soin d'horreur, vous pouvez soigner 2 fois 3 horreurs, c'est-à-dire 6 horreurs au total. Donc à partir de là, vous avez quand même un pouvoir de soin qui est assez faramineux, et on peut quand même douter du fait de défausser 3 cartes terreur dans son lieu. Là, si vous avez 3 cartes terreur dans votre lieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous étiez vraiment dans une situation compliquée. Histoire de comptabiliser un peu, sachez que j'ai regardé dans les différents cycles, je n'ai pas pris en compte les renouveaux, je vous l'annonce, je ne les ai pas pris en compte, mais j'ai dénombré au travers des différents cycles 2 traîtrises terreur qui peuvent être dans votre lieu, dans la nuit de la zélatrice, enfin non, 2 traîtrises terreur de type de carte traîtrise terreur, sans qu'elle soit forcément attachée à votre lieu, mais donc dans la zélatrice, 2 dans l'héritage de Dunwich, 3 dans Carcosa, 2 dans la civilisation oubliée, 5 dans le cercle brisé et 4 dans les dévoreurs de rêves pour les 2 campagnes, les 2 mini-campagnes. Donc, en termes de cible, c'est quand même relativement limité.
là où modifier la destinée vise un nombre de cibles bien plus large. Après, j'ai bien dit, j'ai bien précisé, ce sont deux types de cartes. Je n'ai pas pris en compte le nombre de fois où elles étaient présentes dans leur set de rencontres. Si ça se trouve, par exemple, pour le nid de la zélatrice, il me semble que dans les cartes terreur, vous avez paralysé par la peur, il me semble, à confirmer, là, je dis ça de tête, mais vous savez que vous avez 3 paralysés par la peur dans le set de rencontres répandre la peur. Donc il faut prendre en compte ce petit élément. Mais voilà, en termes de typologie de cartes, vous n'avez que les cibles que j'ai mises là en numérique. Je ne vous ai pas détaillé les cartes en tant que telles. Donc là-dessus, voilà, on préférera souvent le raisonnement logique pour du soin, mais moi je préfère vraiment soigner la destinée qui, comme je l'ai dit, vise un nombre de cibles bien plus large que le raisonnement logique. Par ailleurs, évidemment, j'ai fait une comparaison entre ces deux cartes. Il est évident qu'elles ne s'adressent pas au même type d'investigateur, puisque le raisonnement logique de niveau 4 ne peut être pris par aucun survivant. Et modifier la destinée de niveau 3 ne peut être pris par aucun chercheur. Donc voilà. Un personnage qui peut, on va dire, mixer un peu les deux, ce serait par exemple Minty Pan, qui peut prendre le raisonnement logique de niveau 4 et le modifier la destinée de niveau 1, par exemple. Alors, j'en passe donc maintenant aux différentes utilisations. Donc déjà, qui peut utiliser cette carte? Évidemment, tous les survivants. Lola Hayes peut avoir accès, et c'est la seule investigatrice non survivant qui peut avoir accès à modifier la destinée de niveau 3. Et ensuite, pour la version de niveau 1, évidemment, vous avez les biclassés classiques, et vous avez les investigateurs à build spécifique, soit Mandy et Tony. Je reviens sur une utilisation qui me paraît particulièrement judicieuse de modifier la destinée avec un investigateur qui n'est autre que Patrice Hathaway, le survivant des dévoreurs de rêves. Pourquoi est-ce que modifier la destinée me paraît particulièrement bien utilisé dans un deck Patrice, que ce soit en solo ou en multi? Eh bien parce que la capacité de Patrice fait que vous allez cycler votre deck très très vite. Et du coup, vous allez pouvoir rejouer modifier la destinée plusieurs fois et non pas que 2. Qui plus est, si jamais vous piochez un Elder Sign au cours de la partie ou plusieurs, vous allez pouvoir jouer de nombreuses fois modifier la destinée. Personnellement, il y a un petit mois, j'ai joué Patrice sur le cercle brisé avec modifier la destinée. J'étais en solo. Eh bien, croyez-moi, en solo, il m'est arrivé plusieurs fois d'être inondé de cartes traîtrises dans ma zone de menace. Le cercle brisé est connu pour cela. Et ces cartes, clairement, une carte du cercle brisé dans votre zone de menace, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où vous commencez à en cumuler 3, 4, vous risquez de perdre des actions. Vous allez accumuler des effets négatifs, que ce soit des réductions de compétences, que ce soit avoir des horreurs à cause de capacités hantées, etc. Et modifier la destinée fait quand même très très bien le ménage, surtout que vous ne dépensez pas d'actions. Et Patrice, si jamais vous décidez de jouer une Patrice pauvre, ce qui est possible, moi ce n'était pas mon cas mais c'est possible, vous pourrez quand même choisir d'avoir une ressource et de l'utiliser. Donc c'est très intéressant, et qui plus est en multi, vous allez pouvoir faire le nettoyage pour vos camarades de jeu et leur éviter de perdre eux des actions pendant leur tour de jeu. Une possibilité qui est intéressante, qu'on ne joue pas forcément pour ça, mais en survivant, on sait qu'on a E-Catastrophe. À partir du moment où on joue E-Catastrophe, le Elder Sign de Patrice cycle son deck et vient, on va dire, optimiser encore plus, modifier la destinée. Je sais que sur certains scénarios avec Patrice, je n'avais pas Catastrophe à ce moment-là. J'ai joué modifier la destinée 6 ou 7 fois dans la partie. J'en avais 2 exemplaires, mais j'ai joué 6 ou 7 fois et ça fait le café. Clairement, ça fait le café. Ça vous empêche clairement d'être ralenti pendant votre scénario et de continuer à vous focaliser sur les actions principales, à savoir enquêter et parfois gérer des ennemis. Donc pour moi, avec Patrice, c'est tout bénef. Je vais maintenant, afin de vous faire saisir l'opportunité
d'utiliser cette carte, vous présentez sous forme de petits graphiques l'ensemble, enfin on va dire l'arbitrage coût-avantage un peu d'utiliser cette carte, avec au niveau du graphique, vous le voyez, en abscisse nous avons les points d'XP entre guillemets moyens que l'on peut obtenir lors d'une campagne, en ordonnée le nombre de cibles, de types de cibles que vous avez pour chaque campagne. Vous voyez au travers de la graduation, en termes d'XP je suis parti de 0, je suis allé jusqu'à 35, parce qu'au-delà de 35 c'est vraiment exceptionnel. Et en termes de nombre de cibles, vous voyez que ça peut monter quasiment à 16 par type de campagne. Je vais donc placer les différentes campagnes actuellement terminées. Je ne prends pas en compte encore une fois les renouveaux et Innsmouth n'est pas prise en compte non plus, ainsi que les scénarios indépendants. Je parle vraiment là des campagnes originelles sans les renouveaux. Je ne vais parler que de quantitatif. Je ne vais pas m'amuser à vous détailler chacune des cibles. Est-ce qu'il est opportun ou pas d'utiliser modifier la destinée pour telle carte ou telle carte traîtrise, parce que ce serait bien trop long. Par contre, et là je m'inspire largement, voire je copie d'ailleurs, la review de la carte à 1 XP qu'il y a sur ArkhamDB. Je l'ai traduite en français pour vous et j'ai rajouté 2-3 cartes il me semble. Donc vous trouverez ça dans la description pour aller on va dire un peu plus loin et pour raccourcir un peu la vidéo qui sera déjà quand même relativement longue. Donc la première campagne, la nuit de la zélatrice. La nuit de la zélatrice, en gros, vous allez finir la campagne, donc le troisième scénario, vous arrivez au troisième scénario, le dernier, vous allez avoir entre 10 et 15 XP. 10 si vous n'avez pas super bien géré, entre guillemets, enfin 8-10 si vous n'avez pas super bien géré, entre 12 et 15 si vous avez bien géré. L'héritage de Dunwich, à l'issue de la campagne, le plus souvent on atteint péniblement les 20 XP. Il y a 21, 22, souvent 18, 19. La route de Carcosa, on arrive à 25 XP normalement, ça passe, c'est pas trop un souci. On arrive à un peu plus, un peu moins selon les types de run. On passe à la civilisation oubliée, où pour moi, clairement c'est la campagne où on obtient le plus d'XP. Je n'ai jamais fini, ou perdu d'ailleurs dans les derniers scénarios, la civilisation oubliée en dessous de 30 XP. J'ai souvent atteint d'ailleurs les 40 ou presque 39 XP. C'est vraiment une campagne qui est très très riche. Bon après, c'est normal puisque c'est la campagne la plus difficile à mon sens, et beaucoup de joueurs le pensent ainsi. Le cercle brisé, environ 30 XP, et les dévoreurs de rêves, avec aussi environ 30 XP pour chacune des deux mini-campagnes, un peu moins, 28, 29, voilà. Donc, on voit là bien, entre guillemets, 3 zones de campagne, à savoir la nuit de la zélatrice la première, avec 5 cibles pour modifier la destinée, l'héritage de Dunwich et la route de Carcosa avec respectivement 8 et 7 cibles, et après on est vraiment sur un aspect du jeu qui a évolué avec des concepteurs qui sont venus exploiter vraiment ce qu'ils avaient commencé à initier dans la route de Carcosa et l'héritage de Dunwich, à savoir les 3 dernières campagnes, la civilisation oubliée avec 15 cibles c'est énorme, et le cercle brisé et les dévoreurs de rêves avec chacune 14 cibles. Pour autant, je nuance un peu, sur la civilisation oubliée vous avez plus de cibles, mais en fait ces cibles sont souvent attachées à l'acte, attachées à l'intrigue, ou sont défaussées à l'issue du round. Dans le cercle brisé, il y a quand même énormément de cibles qui viennent dans votre zone de menace. Et du coup, c'est pour ça que dans le cercle brisé, on a vraiment cette tendance, cet effet, ce ressenti où on a notre zone de menace qui est inondée en fait par plein de cartes comme le destin des sceaux, comme le passé maléfique, tourmenté, ou encore en dehors de notre zone de menace cette fois-ci, les airs de flûte démoniaque pour que le flûtiste arrive en jeu. Donc on voit bien là on va dire un aspect de la progression dans la construction du jeu avec toute sa complexification quelque part, et le fait que les concepteurs sont venus jouer sur tout un pan d'effets différents qui au départ avec la nuit de la zélatrice, l'héritage et la route de Carcosa étaient un peu moins exploités, ou en tout cas moins explorés. C'est pour ça que clairement je dirais que sur les 3 premières campagnes, modifier la destinée n'est pas forcément nécessaire dans un deck, et
on va dire, présente un coût en XP plus important que l'utilité que vous allez avoir à jouer cette carte. D'ailleurs, petite précision, attention dans la route de Carcosa, ne pensez pas que la camisole de force, carte ô combien embêtante dans le 4e scénario, le serment indicible, puisse être défaussée grâce à modifier la destinée, puisque la camisole ne peut être défaussée, et c'est précisé sur la carte, que par son propre effet, à savoir le fait de dépenser 2 actions. C'est pour ça que il faut aussi bien regarder les cartes, puisque toutes les cartes ne peuvent pas être défaussées par modifier la destinée. C'est l'une des rares exceptions. Par contre, dès lors que vous atteignez les 3 dernières campagnes, la civilisation, le cercle et les dévoreurs de rêves, là, je trouve, à titre personnel, qu'on a un potentiel gain d'XP qui est suffisant pour commencer à envisager d'utiliser 3 à 6 XP pour rentrer 1 ou 2 exemplaires de modifier la destinée, avec un nombre de cibles aussi qui est intéressant. Typiquement, dernier exemple en date, actuellement sur mon run challenge survivant, donc sur la civilisation oubliée avec Calvin, bien deuxième scénario de la civilisation oubliée, je savais que les ensevelis me feraient beaucoup de mal, donc juste avant, j'ai décidé d'utiliser 3 XP pour prendre un seul modifier la destinée. Et bien ça n'a pas manqué, je l'ai eu dans ma main de départ, ou dans ma deuxième main je crois. J'ai chopé un enseveli au bout du 3e tour avec des serpents qui étaient partout. Et bien, le modifier la destinée m'a clairement sauvé la mise et m'a empêché de perdre énormément de temps à essayer, avec un Calvin qui avait sa statline à 1 partout à ce moment-là, de passer plusieurs tours à réussir à sortir de ce piège très embêtant. Donc voilà, comme je l'ai dit, je le rappelle, sur le cercle brisé, vraiment, avec toutes ces cartes qui viennent inonder votre zone de menace, c'est clairement une carte très intéressante à jouer. Particularité, sur Dunwich, la traîtrise ô combien embêtante de par-delà le voile, celle qui fait que lorsque votre deck arrive à 0 cartes, vous subissez 10 dégâts, effectivement c'est une cible qui peut être intéressante. Après, si vous jouez un deck qui n'a pas beaucoup de pioches, si vous on va dire faites attention à cet aspect là, normalement vous n'en aurez pas besoin. Et puis par ailleurs, dans Dunwich, il y a énormément d'effets de défausse de cartes du deck, donc vous modifier la destinée peut être défaussée sans que vous l'ayez joué. Auquel cas, vous avez toujours moyen de sortir un petit dégourdi, mais encore une fois, cette carte par-delà le voile est très dangereuse, mais est-ce que ça vaut le coup d'utiliser 3 XP pour elle? Je sais pas. Est-ce que peut-être dans ce cas-là, le fait d'avoir la version à 1 XP ne suffirait pas, puisque le risque encouru de garder cette carte au sein de la campagne de Dunwich peut valoir le coup d'une action et 3 ressources pour s'en défausser, au vu du risque qu'il y a. Peut-être. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette carte. Je rappelle du coup que vous avez dans la description un détail un peu plus qualitatif des différents types de cibles que vous pouvez, on va dire, mitiger, limiter, contrer avec modifier la destinée. En guise de conclusion, pour moi les points forts de la carte, c'est clairement qu'en multi, ça fait le café. En multi, c'est rapide, ça vient aider vos potes. Ça les libère, ils peuvent continuer à enquêter, ils peuvent gérer d'autres ennemis et ça nettoie le board, le vôtre et le leur. La version 3 XP est très pratique puisqu'elle est rapide et qu'elle peut se jouer à n'importe quel moment sur une fenêtre de joueur, quelle qu'elle soit. C'est une carte qui est vraiment, à mon sens, très puissante. Du côté un peu négatif, il est évident que la version 3 XP doit être prévue dans notre plan d'XP. C'est difficile de se dire là j'ai un peu d'XP en rab, je vais utiliser 3 XP pour ça. C'est que bon, soit dans notre deck de départ on n'avait pas trop bien anticipé notre plan d'XP, soit c'est qu'il y a vraiment, vous vous êtes rendu compte qu'en fait la campagne elle tourne bien moins bien que ce que vous pensiez, et là vous vous rendez compte qu'il faut impérativement bifurquer et changer vos plans. Après, voilà, cette carte, je pense, peut
peut s'inscrire dans n'importe quel personnage solo qui peut l'avoir évidemment, mais en multi, effectivement, c'est peut-être plus pour un personnage de soutien, un personnage type cancel. Vous jouez une Patrice cancel entre les cartes mystiques et les cartes survivants. Là, ça commence à envoyer du lourd. Récemment, avec Pilant et Elysiae, que je salue tous deux, sur Discord, on avait fait la campagne des Dévoreurs de rêves et j'ai joué le Père Mathéo qui peut avoir dans son deck modifier la destinée puisque c'est une carte bénie. Et voilà, le Père Mathéo, bah, évidemment, voilà, c'était un personnage qui était un peu flexible, qui jouait sur le fait de sceller des pions et aussi qui avait du cancel puisque j'avais les sorts de protection, les niais l'existence. Et j'avais modifié la destinée qui a énormément servi sur le dernier scénario de Atlanacha. Donc voilà, ce sont encore des exemples où modifier la destinée peut être utilisé à bon escient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie de jouer cette carte qui, à mon sens, est sous-employée, mais très très utile, surtout encore une fois comme on l'a vu pour les 3 dernières campagnes. Je vous souhaite de bonnes parties et puis à bientôt sur le Discord. Au revoir.